Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur Radio Média Sud Toulon dans la chronique La Terre et ses mystères. Je m'appelle Frère Toc, vous ne me connaissez pas, mais vous allez bientôt me connaître. Passionné depuis toujours par les sciences de la Terre et les phénomènes naturels et surnaturels qui nous entourent, j'ai le plaisir de vous embarquer à bord de mon vaisseau avec ma team dans un voyage à travers les mystères de notre planète, les ovnis, les crashs d'avions et les séismes, ainsi que les phénomènes étranges. Des profondeurs des océans au sommet des montagnes, voire même au-delà, nous ne laisserons rien au hasard, n'en déplaise à certains. Nous chercherons ensemble des informations dont personne ne parle, sur des phénomènes encore gardés secrets aux yeux du grand public. C'est parti pour la chronique La Terre et ses mystères. On commence maintenant. Passionné depuis tout le monde, salut Miles qui est avec moi, il est à côté de moi, il est monté. Salut. Ah mais, Salut. alors toi t'es incorrigible, salut Carlos, ça va? Salut. Ouais, très bien. Je vais juste donner la parole à Docteur H pour commencer, parce que je sais qu'il est pressé. Donc on va revenir déjà dans un premier temps sur un premier cas qu'on a observé il y a quelques jours, c'est cette fameuse spirale d'un dégazage de apparemment SpaceX, hein, c'est ce que nous avaient annoncé les médias. Je vais donner la parole à Docteur H de suite. Je sais qu'il est pressé, Docteur H, tu dois partir. Allez, je te mets à l'écran, on y va, soyez prêts et soyez attentifs, il répétera pas les choses hein, ce soir, il est fâché. Non, Non, il est de bonne humeur. Allez, c'est parti. donc voilà, alors je vais revenir sur la fameuse spirale. Donc j'ai remis la photo pour remémorer un petit peu aux gens. Alors Carlos, s'il te plaît, c'est bon. voilà, C'est bon, c'est fait. Voilà. Donc voilà, j'ai remis la photo de la spirale bleue pour que les gens arrivent à suivre un petit peu de quoi il s'agit. Donc c'est une photo que j'ai analysée. Donc je vais remettre la photo de l'analyse. Et dans cette photo, moi j'ai découvert qu'il y avait un objet horizontal et comme on peut le constater à droite et à gauche, donc on a une propulsion. Pourquoi je tire cette conclusion qu'il y a une propulsion? Parce qu'en fait, le blanc qu'on voit à droite et à gauche de l'objet horizontal, c'est une source très lumineuse, donc on peut penser à une forte combustion. Et au vu de la spirale, pour moi, vu qu'il y a une propulsion à droite et une propulsion à gauche, pour moi, il y a un effet tournoyant. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui collabore mon dire sur l'effet tournoyant, parce que en fait on a reçu une vidéo et sur cette vidéo à la fin on se rend compte que effectivement je suis très bon dans mes analyses parce que effectivement l'objet tournoie. Et tu peux le dire que t'es très bon, on le sait que t'es très bon. Juste une petite question au passage, ça va pas être très long parce que je sais qu'on est tenu par le temps. Cet objet, donc c'est une forme de cigare, on est bien d'accord pour les gens qui nous écoutent, il y a des malvoyants aussi, forme de cigare et deux sources lumineuses de chaque côté, c'est ça. Au niveau de la mesure, on peut pas estimer. Il faut savoir que de base donc SpaceX s'est attribué les mérites de ce phénomène en disant que c'est un de leurs propulseurs qui revenait d'orbite. Donc leur propulseur, donc c'est le dernier étage de la fusée qui donc revenait en orbite pour être réutilisé par la suite. Mais en regardant donc la vidéo originale que SpaceX a partagée et en regardant les vidéos du phénomène, on peut se rendre compte que il n'y a aucun lien entre les deux vidéos, parce que l'atmosphère qui est montrée sur la vidéo de SpaceX et l'atmosphère qu'on voit sur les vidéos qui traversent le ciel d'une part de l'Europe à l'autre côté de l'Europe, SpaceX dans leurs vidéos on ne voit pas du tout ça. D'accord, donc c'est les vidéos originales prises sur le site en question de SpaceX. Par rapport à cet objet, tu avais une autre vidéo, je crois, non? Tu voulais peut-être terminer sur quelque chose? Ouais, je vais juste terminer en sachant que le propulseur de SpaceX, il a qu'une source de propulsion, c'est à l'arrière. Donc il y en a qu'une seule, et là sur la vidéo, on peut s'apercevoir qu'il y a deux sources, une à droite et une à gauche. Donc c'est comme si on prenait le propulseur, on le couchait et qu'on mettait une source de propulsion à l'avant et une propulsion à l'arrière. Il irait pas loin, le pauvre. Par rapport à ton œil, toi, d'expert, on voyait l'objet qui était filmé assez bas dans le ciel et au niveau des mesures, ça correspond pas du tout à SpaceX. SpaceX fait 70 mètres de longueur au total avec 3,60 mètres de largeur, de diamètre, pardon. Ça correspond pas du tout à ça. Non, ça correspond pas, non. Pas du tout. Bon. Donc je vais vous montrer la fameuse vidéo. Si vous me le permettez. On te le permet. Permets-toi, Dr H.
Donc la fameuse vidéo, c'est celle-ci. Donc alors, il faut savoir que cette vidéo, elle a été prise par un observatoire, un centre d'observation, pardon, situé en Italie. Et donc en fait, donc on voit l'objet. Hein. Alors je vais avancer tout doucement. On voit l'objet qui avance. Hein, et puis au final, on va s'apercevoir que au milieu ici, il reste un objet. Donc c'est le fameux objet que on a trouvé donc sur la photo. Et puis, je sais pas si on le verra à l'écran, mais je vais essayer de faire en sorte que... Ça, c'est la spirale, hein. C'est la même spirale qu'on avait sur la première. Regardez, le point blanc. Enfin, alors c'est pas un point. Attends, je vais retirer les commentaires, Dr H. 2 secondes. Ouais. Vas-y, continue, hein, tu peux... Ouais. Et donc, en fait, c'est l'objet là, il est représenté en quelques pixels, hein. Et puis, on s'aperçoit vraiment que ça fait une barre, d'accord. Et cette barre, bah, on peut se rendre compte qu'elle tournoie. D'accord. Regardez, hop, là, elle est droite. Et là, elle est plus droite. Ok. Oui, là, elle est en diagonale. D'accord, oui, tu veux que la lueur au centre, tournant en même temps que l'objet, en fait. Bah, en fait, c'est pas une lueur, c'est vraiment, alors, une barre, un cigare. Là, le cigare, ici, en l'occurrence, attendez que je trouve ma souris, voilà. La souris, elle est là. Oui, la barre, là, elle est couchée, en horizontale. D'accord. Et au plus j'avance, vous allez voir, maintenant, elle va être à la diagonale. Alors, on voit pas très bien sur l'écran, mais je pense que toi, tu le vois. Moi, je le vois bien. Hein. Et je vais essayer de vous travailler un petit peu l'image. Bien sûr. Donc là, on peut s'apercevoir que elle est à la diagonale. D'accord. Ici. Bah, si tu le vois, on te le croit, hein. Tu vas pas nous inventer des choses. Et si on avance encore un coup, là, on est moins à la diagonale, on est presque à à la verticale. D'accord. Mais pas tout à fait. On est presque à la verticale. Et si j'avance encore d'une image, et là. Ok, ça bouge, on voit que ça bouge au milieu. On est vertical. Ok. Donc, bonsoir. Bonsoir, Granmet. Bonsoir. Ce qui explique vraiment, ce phénomène de spirale autour. Ok. Comme je l'avais prédit lors de mon analyse photo. Donc ouais, c'est ce que tu disais. Donc ça veut dire que la spirale accompagnerait, ou c'est plutôt l'objet central qui accompagnerait la spirale dans sa rotation. Et la spirale. D'accord, ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est vraiment l'objet central qui crée la spirale. Hein. Ça c'est sûr et certain. De toute manière, par rapport à l'analyse photo que j'avais fait, déjà j'en avais conclu de la sorte. Et puis là, en voyant cette vidéo, ça conforte vraiment mon analyse photo, qui était très bonne du coup. Ouais. Et je vous invite franchement à essayer de regarder si vous trouvez des vidéos sur internet et essayer de voir si l'objet il tourne également sur les vidéos que vous pouvez trouver. Ok, ça marche. Et ça te suggère quoi en fait, toi, pour toi, quelle est ton hypothèse par rapport à ça? Pour moi. Donc c'est pas SpaceX? Ça, on l'a établi. Je vais pas vous dire ce que ça pourrait être comme objet. Alors coupez vos micros s'il vous plaît, merci. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas SpaceX. Ça, moi, j'en suis presque à 1000% convaincu, à moins que SpaceX a envoyé quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Par rapport aux caractéristiques de SpaceX, ça correspond pas, ça c'est sûr. Voilà. Alors peut-être que c'est SpaceX, hein. Mais peut-être que SpaceX a envoyé un truc qu'on devait pas savoir et qui est revenu et qu'on n'aurait pas dû voir. D'accord. Je sais pas, hein. Je sais pas. Toutes les hypothèses sont bonnes, mais en tout cas, c'est pas un propulseur Falcon 9 en tout cas. Ok, donc jusqu'à présent, on restera sur la théorie, l'hypothèse OVNI. Oui. On peut dire objet volant non identifié ne veut pas dire extraterrestre. C'est ça. Pour les auditeurs. C'est ça. On peut pas déterminer aussi par rapport à l'objet la nature de la matière de l'objet, hein, parce que je l'ai vu sur certains lives, des gens qui faisaient des analyses comme ça. Pas équipé pour. Oui, là, il faudrait alors que moi je capte l'objet avec une antenne radio spéciale. Et là avoir un effet un peu, c'est comme un sonar. Hein. Lui, il envoie des données, selon comment que les données reviennent, il traduit. Voilà, c'est fait en telle et telle matière, etc., etc. Mais je suis pas équipé pour malheureusement. Ouais. On peut déterminer. Non, attends, Galmès. Attends. Fais-moi descendre. Attends, on va vous faire descendre parce qu'on a un plan à tenir. On vous remontera après. Excusez-moi, les amis, c'est pas contre toi, Gralmetz. Voilà. On peut pas intervenir comme ça, sur voilà.
un cheveu sur la soupe comme ça, c'est pas possible. Les gens disent bonsoir, voilà, c'est Oui, la moindre des choses. Pour rappel, hein, maintenant sur nos lives, en fait, bon, là vous êtes, enfin, il y a des gens qui sont montés, mais on a un plan, une feuille de route à tenir. On développe notre feuille de route et après on vous fait intervenir. Il y a Voilà, pas de juste souci. pour rappel. Il y a pas de souci. Cette petite aparté par rapport à l'objet soi-disant de SpaceX, Oui. à savoir que pareil, il parle d'un dégazage. Je sais pas quel est le but d'avoir avoué d'avoir fait un dégazage parce que c'est très dangereux et c'est pas forcément très bon. Et je pense qu'ils ont dit ils ont préféré dire qu'ils avaient fait quelque chose de dangereux et d'aussi gros pour couvrir un autre phénomène encore plus gros. Moi, c'est mon point de vue. Ok. Donc pour toi, c'est l'arbre qui cache la forêt, encore une fois. C'est ça, exactement. Ok, bon, on va suivre un peu tout ça, même si on saura peut-être jamais ce que c'était. En tout cas, lorsque vous voyez des gens qui analysent ces photos-là, qui vous disent que c'est de l'acier, du métal, enfin, tout, ça c'est n'importe quoi. On voit des choses en ce moment, c'est assez navrant. Bref. Alors là, les gens ils vont se dire, mais pourquoi d'un coup il y a des ours? Ah oui, très important, oui, les fameuses ours observent. Alors les amis, ouvrez bien vos yeux là. Attention, parce que même moi, je me suis fait avoir. Je vous l'avoue ce soir. Alors, je voudrais juste voilà, faire une petite alerte hein, quand même par rapport à ce qui se passe actuellement sur les réseaux et sur Internet en général. Soyez très attentifs de là où vous pêchez vos sources parce que l'IA est partout. Cette photo a été générée par IA. Elle est très propre, elle est très bien faite, elle est très jolie. Ouais. Mais ça reste une photo IA, comme je vais vous le montrer. Elle fait beaucoup de peine. Donc ça vous touche et vous faites avoir. C'est de l'IA. Hein. C'est de l'IA. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que je trouvais ça sympa, parce que c'est joli, c'est des ours, et c'est un peu ma façon à moi de vous alerter un petit peu sur l'IA, parce que l'IA elle est à toute sauce, hein, que ce soit là on le voit avec des ours, donc vous pouvez imaginer que pour tout ce qui est phénomène ovni, tout ce qui est phénomène actuel, par exemple, je sais pas moi, les guerres, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont générées par l'IA, donc s'il vous plaît faites très attention et quand vous avez des photos, n'hésitez pas à les mettre sur Google, faites une vérification, lancez Lens, etc. ou allez générer vous-même une recherche avec vos téléphones parce que vos téléphones maintenant ils ont également de l'IA. Vous pouvez analyser vos photos et que donc l'IA va rechercher la source des photos. Donc voilà, faites tout ce petit travail en amont avant et sachant très intéressant docteur H, et sachant qu'il y a des textes qui alimentent ces photos où on cite des gens quand même, des docteurs, des choses comme ça. Donc à un moment donné, vérifiez ce que vous voyez, vérifiez ce que vous entendez aussi. Hein. C'est très important. Oui, que là en l'occurrence, il y avait un texte qui était accompagné de cette photo qui identifiait carrément un soi-disant docteur. C'était toi, docteur H. Ouais, c'est moi. On t'a eu. Bon, donc voilà, ça faisait très sérieux, mais au final, il n'y a pas grand-chose de sérieux. Donc faites très attention à ce que vous voyez. Voilà. Allez, on va partir sur la rubrique aviation civile. On a eu malheureusement encore de nouveaux crashs dans l'aviation civile. Les derniers remontent au 30 mars. On a un crash le dimanche 30 mars à 8h01 précisément, un Cessna 152. Donc le propriétaire est l'Académie d'aviation spatiale des Philippines, INC. Il y a eu malheureusement 2 personnes qui ont perdu la vie. Le Cessna 152 s'est écrasé dans des circonstances inconnues à Lipsong East, Lingayen, Pangasinan, Liucos, alors qu'il effectuait des posées-décollées et s'approchait de la piste 26 pour un arrêt complet à l'aéroport de Lingayen, RPUG. Le pilote instructeur et le pilote stagiaire ont malheureusement péri et l'avion a été mis hors service. Donc c'est jamais des bonnes nouvelles, mais bon, ça fait partie du lot des crashs aériens. Donc la source, c'est le site Aviation Safety Network. D'accord, c'est une fondation qui répertorie tout ce qui est au niveau de la sécurité aérienne. Sur tout ce qui est crash donc dans l'aviation civile. On a également un accident toujours dimanche 30 mars à 10h34
un Cirrus SR-22 GTS G7 Carbone. Donc le propriétaire est les Cloudsal Aviation LLC OPB Elite Flight Experience. Donc là, ça s'est passé près de Franklin Township aux États-Unis. Malheureusement, il y a eu une personne qui a perdu la vie. Donc ce Cirrus SR-22 GTS G7 immatriculé N319TM a été détruit lors d'un accident de vol en carbone dans une zone boisée près de Franklin Township dans le New Jersey. Alors Miss, excusez-moi de t'interrompre, on donne les numéros de vol, pardon, pour vous, ça vous permet de vérifier en bas, hein. Voilà. Oui, effectivement, avec donc l'avion, la date, l'immatriculation de l'appareil, vous pouvez retrouver le plan de vol sur des sites connus comme Flight Radar, FlightAware et autres. Voilà, j'avais un chat. Donc le pilote a malheureusement subi des blessures mortelles. Selon les données de l'ADS-B, l'avion a décollé de Princeton dans le New Jersey, donc entre parenthèses 39N, donc c'est le nom du lieu. Vers 10h30, il a effectué un virage en montée vers le nord-est. Le pilote automatique était engagé et la montée s'est déroulée sans incident. Vers 10h32, 2 minutes plus tard, l'avion était à 530 mètres, 1750 pieds, et en montée lorsque le pilote automatique a été débrayé. L'avion est descendu de 45 mètres, 150 pieds, avant de remonter à 530 mètres, 1750 pieds. Environ 30 secondes plus tard, l'avion a amorcé un virage brusque en descente à droite vers 350 mètres, avec une vitesse moyenne de 4100 mètres minutes, avant de se rétablir et de monter à 490 mètres, 1600 pieds. Quelques secondes plus tard, l'avion est entré dans une spirale à gauche incontrôlable dont il n'a pas pu sortir jusqu'au moment du crash. Donc encore des spirales, encore des changements de direction soudains, hein. Oui. Il y a eu un premier virage brusque en descente et il s'est rétabli et puis il est remonté. Et quelques secondes plus tard, il est entré dans une spirale à gauche incontrôlable. Okay. Malheureusement, il n'a pas pu rétablir l'attitude de l'appareil. On a des données vidéo sur ces crashs là, ces deux crashs. Je vais voir si on a quelque chose. Pas forcément parce que c'est un avion. Alors le premier, il est privé. Enfin, c'est l'académie, hein, donc je ne sais pas si c'est public aux Philippines, mais c'est l'Académie d'aviation spatiale. Donc, vu qu'il y avait un instructeur et un pilote stagiaire, je regarde si dans les liens on aurait une vidéo, mais je pense pas. Non, on nous parle d'articles. Non, apparemment il n'y a pas de vidéo. Il y a une photo de l'appareil sur le premier. Ouais. Si tu veux que je la mette à l'écran. On a, si tu veux, pour montrer un petit peu aux gens ce que c'est. 152. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble en même temps, ce type d'appareil. Là, c'est en moyenne combien d'avions qui tombent par jour, là? On est sur combien d'avions qui tombent par jour, là, qui se crashent, qui ont des incidents? C'est entre 3 et 5 par jour, là, en ce moment. Le rythme. Allô? Là, le Cessna 152. Alors, pour répondre à ta question, concernant tout ce qui est crash, malheureusement, on a une moyenne à peu près de 2 crashs, 1 à 2 crashs minimales en moyenne, hein, je parle bien en moyenne, à peu près par jour. Ça peut aller jusqu'à 5 crashs avec victimes, malheureusement, qui perdent la vie.
Ensuite, on a très régulièrement des accidents, des avions déroutés. On a même des situations cocasses où, par exemple, un pilote peut avoir oublié son passeport. Il peut y avoir aussi des situations d'urgence par rapport à un problème mécanique avec l'appareil qui oblige l'appareil à se dérouter, donc à se poser en urgence, une suspicion d'odeur. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'aviation tout au long de l'année. Donc c'est assez courant. Maintenant, au niveau des crashs avec décès, bon, voilà, c'est malheureusement assez récurrent C'est depuis récurrent. quelques temps. Ouais. On en est à combien là à peu près On là? peut constater. On en a 150 là à peu près, je pense. Enfin, on les a répertoriés, mais j'ai pas les chiffres exacts. Honnêtement, j'ai arrêté de compter parce qu'il y en a énormément. Bon, on est en Et train, à peu près, on est en, pas loin des 150, je ouais, pense. on est en train de les comptabiliser donc sur une cartographie qui est en train de nous faire notre équipe, que ce soit au niveau des séismes, au niveau des crashs aériens et également au niveau des ovnis. Donc, on va vous préparer quelque chose là d'ici peu. Ça sera dans les tuyaux, je pense, d'ici quelques jours. Voilà, on va dire une semaine. Cette photo, c'est une image donc ici, photo courtésy of PNPR Unit, d'accord, la photographie, et ça vient je pense que c'est un journal ou éventuellement une presse. En tous les cas, c'est GMA News Online pour le site internet. Vous l'avez à l'écran. D'où est tirée la photo. Okay. Du Cessna. Encore une chute. Alors, il y en a une chute aussi hier. C'était sur Brooklyn, c'est ça? Tu nous avais dit. Les avions tombent aussi sur les villes. Il n'y a pas que dans les campagnes, au niveau des terrains vagues, etc. Donc, attendez-vous. Alors, c'est pas pour faire peur, mais attention. Le dimanche mars. Eh oui. Que tu parles toi de Brooklyn, donc l'avion qui s'est crashé sur une maison d'habitation et qui a causé un incendie, c'était donc avant-hier. C'était le 29 mars. Voilà. Donc, quand on n'a pas de note devant soi, ben, on fait la date approximative et on voit qu'il y a des avions qui tombent sur les villes aussi. Donc, voilà, ça tombe pas forcément sur des zones non habitées, pardon. Ils essayent de faire de leur mieux, je pense, lorsqu'ils sont en difficulté pour se dérouter vers une piste, un aéroport. Mais parfois, les situations d'urgence font que quand l'avion décroche, malheureusement, ou quand il y a un problème mécanique, je pense qu'ils font mieux. Maintenant, bon, comme ça a été le cas donc dans C'est bien Brooklyn quoi tous Park. ces crashs étranges quand C'est même. pas Brooklyn à New York, c'est Brooklyn Park. Malheureusement, oui, c'est l'appareil s'est crashé sur une habitation et a causé un incendie. Ouais, ce qui est dommageable. Oui. On a une question. Juste mis sur notre réseau, il y a une question qui est intéressante. C'est une question que se pose beaucoup d'auditeurs, je pense. C'est à quoi peuvent être dus donc tous ces crashs? Ça dépend des éléments. Alors, il faut savoir que au niveau des enquêtes, souvent c'est le NTSB, donc c'est un service d'enquête sur la sécurité aérienne des États-Unis. Il y a aussi un service qui s'appelle la FAA aux États-Unis. Lorsqu'une enquête est menée, en général, on a un rapport préliminaire, mais pas toujours. Il faut à peu près 1 à 3 ans pour avoir un rapport final sur les causes de l'accident, enfin du crash aérien. Maintenant, en l'occurrence, on a affaire à beaucoup de situations différentes. On peut avoir affaire à une panne mécanique. On peut avoir affaire à un problème de pilotage. On peut avoir affaire à quelque chose qui est extérieur aux pannes mécaniques et aux pannes je dirais par exemple quand il y a des problèmes extérieurs en fait au personnel navigant, à l'équipage et aux passagers. Mais maintenant des questions peuvent se poser. Et le reste, on oublie le reste. Où parfois on a des origines inconnues. On peut avoir des cas de crash assez particuliers où on a pas vraiment de faits similaires ou du moins
des avions de ligne qui ont des accidents très graves. Alors parfois avec victimes, parfois sans victimes, heureusement. Mais malheureusement, il y a des crashs qui interrogent. C'est sûr. On n'a pas toujours, même dans le rapport préliminaire, toutes les explications. Donc, étant donné que les enquêtes sont très longues, et des fois on a des mystères. Hein, on a des avions qui disparaissent dans le ciel et on ne les retrouve pas. Voilà, Ouais, ça interroge. on a une question là toujours de Coca Zero qui nous dit est-ce que ça peut être des interférences magnétiques? Moi je te dis oui, Coca Zero, oui, c'est une probabilité qui est très certaine, mais si tu voulais. Ouais, enfin, tu veux dire quelque chose maintenant? Moi, je veux bien réagir à ça parce que effectivement, le phénomène magnétique aujourd'hui, il pose question, hein, compte tenu de la nature des phénomènes qui sont en train de s'intensifier. Et là, indépendamment du phénomène OVNI, indépendamment des crashs d'avions. On observe aussi des séismes à travers la planète très importants, des magnitudes qui sont élevées. On s'interroge effectivement. Alors le côté magnétique, effectivement, on observe un ralentissement du noyau terrestre qui peut impliquer donc une baisse du champ électromagnétique terrestre. Avec ça, s'ajoute à ça aussi des éruptions de masse coronale. On est dans une année où effectivement le soleil est en phase maximale. Hein. Il y a des taches solaires, on reçoit des tempêtes solaires de classe X de manière récurrente, ce qui peut impacter la planète. Voilà. Donc la question se pose. Hein. La question se pose aujourd'hui. Moi, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il y a clairement des interactions liées au magnétisme terrestre. Ben, il serait intéressant d'échanger avec des personnes spécialisées dans l'aéronautique, dans l'aviation civile, bien sûr. Hein, on ne parle pas d'aviation militaire, ne serait-ce que dans l'aviation civile, pour tenter de comprendre un petit peu est-ce que les appareils type avion de ligne ou d'autres appareils comme des petits avions et monomoteurs, mais si on parle des avions de ligne, donc les vols commerciaux, on peut se poser la question, est-ce que il y aurait effectivement une déstabilisation terrestre électromagnétique, par exemple avec le pôle nord magnétique qui se déplace plus vite selon les chercheurs? Est-ce que les instruments de bord sont sensibles aux ondes électromagnétiques ou du moins au champ magnétique terrestre, par exemple, qui serait peut-être déstabilisé avec un manque d'équilibre actuellement, puisqu'on constate pas mal de phénomènes naturels assez importants ces derniers mois, ces dernières semaines. Donc, est-ce que les appareils subissent des pannes ou du moins des instruments qui tombent en panne dû à cela? C'est la question qu'on peut poser parmi tant d'autres. Alors, bizarrement, Miss, on observe quand même une recrudescence de tout ça, et ça, c'est un fait, c'est pas une invention ou du complotisme ou quoi que ce soit. Depuis la divulgation OVNI aux États-Unis à mi-novembre, on a une intensification, une multiplicité des cas de crash et d'incidents d'avion. Ça, on l'affirme, c'est vrai. On a des données statistiques, nous, qu'on a relevées. Il y a une multiplicité de ces incidents qui deviennent complètement fous, quoi. En plus des crashs aériens, on a plusieurs avions de ligne qui sont assez régulièrement déroutés pour des problèmes de panne, pour des problèmes de moteur, par exemple. Malaise aussi de personnes. C'est des avaries importantes à tel point que certains avions de ligne sont arrivés avec un moteur en feu sur le tarmac de l'aéroport. On a quand même pas mal d'appareils qui sont déroutés en urgence. Hein. Je rappelle, un appareil qui est dérouté, c'est une urgence. Donc l'appareil trouve, avec l'accord bien sûr de la tour de contrôle, la piste la plus proche pour atterrir en urgence. On a même des phénomènes qui sont observés au niveau d'aéroport, dont on n'a pas forcément d'explication. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? J'ose poser la question.
Bien sûr. Et puis on est sur des cas où effectivement on avait une question tout à l'heure qui nous disait oui, que font-ils des boîtes noires? Ça c'est une bonne question. On a aucun retour d'enquête. Hein. Wuhan c'est le plus gros cas qu'on ait là depuis ces derniers mois. Mais sur les autres on n'a pas de retour de boîtes noires. Il y a rien. C'est vide. Corée du Sud du 29 décembre 2024, on a un rapport préliminaire. Effectivement, on a les 2 boîtes noires qui ont arrêté d'émettre 4 minutes avant le crash. On n'a pas d'explication à ce jour. D'accord, c'est en cours d'enquête. Je pense que ça va être long avant qu'on ait des explications. Pour l'instant, on n'en a pas. On n'arrive pas à trouver d'explication officielle, que ce soit des autorités du pays ou du bureau d'enquête ou d'autres administrations de l'aviation, de la sécurité aérienne. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Maintenant, les boîtes noires, elles sont systématiquement récupérées. Et lorsque les données sur les boîtes noires sont exploitables, alors je rappelle, les boîtes noires, c'est de couleur orange. Elles sont positionnées dans les avions, une qui enregistre ce qui se passe dans le cockpit et une qui enregistre ce qui se passe au niveau de l'appareil. D'accord, pour faire simple. Et ces boîtes noires sont récupérées dans le cas de crash pour justement étudier, investiguer dans le cadre de l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi l'avion a subi un crash. Voilà, tout ça pour faire le plus simple possible. Donc ça reste un sujet complexe en fait qu'il va falloir il faut garder les dossiers en attente, faire les plus gros dossiers où on a beaucoup de morts parce que les familles attendent des réponses. Je pense que il y a encore du pain sur la planche. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est qu'au début de nos surprises. Alors on cherche pas des responsables. S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont un peu malveillants, on cherche juste les causes de ces crashs parce que effectivement ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais on peut s'interroger sur le fait que comment se fait-il qu'il y ait des avions de ligne, donc quand même qui sont très bien équipés, avec des instruments sophistiqués, avec des technologies, avec des pilotes qui savent piloter, qui ont de nombreuses heures de vol expérimentées. Comment ça se fait que de nos jours on ait encore autant de crashs d'avions de ligne commerciaux? Ça interroge. Effectivement, il y a des familles qui attendent des réponses. On peut malheureusement difficilement se mettre à leur place, mais il est bien évident et légitime que ces familles attendent des réponses sur les décès de leurs proches. Et puis, ne serait-ce que pour quelqu'un qui prend régulièrement l'avion ou même pour partir en vacances, bon c'est pas évident de monter dans un appareil et de se dire il peut y avoir un problème.